Kozak pour émission très particulière. Et putain, ce retour est catastrophique. On voit même pas mon visage à moitié, je baisse un peu la webcam. Voilà, bon, que dalle, c'est pas grave. Bienvenue sur ce petit live sur twitch.tv/lesplanches pour émission spéciale où on va parler de l'AEW en compagnie d'un invité, mon ami de catch, le dénommé Sirob. Alors, je suis Tony Khan et je n'aime pas le sport entertainment, du coup on va faire du pro wrestling aujourd'hui. Bah écoute, enchanté monsieur Tony Khan et bienvenue pour la première fois sur twitch.tv/lesplanches, je t'en prie, je te fais un petit peu de place. Donc le micro est ici, donc Bonjour, micro. on t'entend très bien, ne t'inquiète pas, mais si jamais... Bonjour l'internet. Bonjour tout le monde, je vais enlever pour de bon la musique cette fois-ci parce que... Très la musique. Parce que le YouTube, ça se trouve, va striker la musique, ce serait bien dommage, ce serait extrêmement dommage. Pour tout ce qu'on va dire intéressant. Exactement. Pourquoi on veut cette émission? Parce que beaucoup de gens ne sont pas au courant de ce qu'est l'AEW. Comme vous voyez, c'est quoi AEW? C'est quoi AEW? Tu veux que je réponde maintenant ou on attend un peu? On attend un peu, Okay. on fait teaser. Mais du coup, on est là pour, en tant que grand sauveur de cette cause, pour vous montrer ce qu'est l'AEW si vous ne sachez pas, et pourquoi pas vous donner envie de suivre le catch, le vrai, supplanté par Monsieur Tony Khan actuellement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Hein, Je suis après. Tony Khan, Alors, Boris, je t'appelle Boris, hein, excuse-moi, tu peux m'appeler Max, des fois Kozak, hein, hésite pas, et Je voilà. suis perdu moi en fait. À la base, parlons de nous en fait, avant de parler de l'AEW. Nous sommes fans de catch actuellement, tous les deux. Nous aimons beaucoup ça. Ouais, franchement c'est très cool. Je m'y attendais pas, Aimé, tu m'as remis dedans à une époque. Ouais. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2016, en 2017, je sais plus. Ouais, moi j'avais commencé un petit peu à regarder au moment dans la génération NT1, j'ai beaucoup vu l'époque du Shield. Ça arrive pas. Et c'était du coup très cool, très bonne époque, j'ai vu l'ascension de Daniel Bryan et tout. Ouais. Et ça m'a fané, c'était souvent la même chose, le Yes Moment là. Ça, tu l'as bien vécu, ça. Ah ouais, très bon moment. Et à l'époque, à l'époque de Bryan, ça t'avait déjà un peu gavé parce que c'était toujours la même chose? Non, là, ça allait. Toute l'ascension de Bryan où il est vraiment le jobber et tout, c'est l'underdog. Enfin, tu t'attends pas que ce soit lui qui gagne. Non. Et ils l'ont enfoncé à chaque fois. On s'y attendait pas et à un moment, tout explose. Il est champion, la foule scande yes, c'est magnifique. Oui, très beau moment. Si vous connaissez, c'était magnifique ce moment. Très beau. Après, voilà, j'ai continué, il s'est blessé. À côté, les storylines. Elles étaient pas folles, le Shield quand il a explosé ça m'a brisé le cœur, mais j'ai continué parce que c'était ouf, la rivalité après était folle. Mon préféré était Dean Ambrose dès le début et il a été vraiment pas mis en valeur comparé à ses deux compères et... Non. Il était clairement moins pushé égale mis en avant, était clairement moins mis en avant, moins pushé que les deux autres, Roman Reigns et Seth Rollins. Ouais. Et du coup ça t'a un peu gavé, t'as un peu arrêté à ce moment-là. J'ai arrêté. T'as essayé de m'y remettre un moment quand on était à la fac ensemble? Justement, moi c'est tout l'inverse. En fait, j'ai commencé avant toi, j'ai commencé pareil, génération Catch Attack NT1, sauf que j'étais à l'époque où Edge était face, où il y avait aussi Christian qui s'est arrivé face à Randy Orton, avec CM Punk qui s'est arrivé face à John Cena. Tout simplement, je les ai vécus quand j'étais gamin et j'ai adoré. Et justement, après, j'ai un peu arrêté, je ne sais plus pour quelle raison, parce que je me suis un peu désintéressé de la chose, je crois. Ouais, on a vu pile le même moment, t'as arrêté, j'ai pris. Et du coup, j'avais pas vu le Shield, j'ai pas vu l'émergence d'Daniel Bryan. Et quand tu as arrêté, j'ai repris quand Roman Reigns cherchait le titre principal et où AJ Styles a fait ses débuts au Royal Rumble. Ça, j'ai pas vu. Voilà, c'était juste après ça, juste après que Daniel Bryan s'en aille. Et voilà, et du coup, on a un peu ces moments un peu machin. Et effectivement, je t'ai remis dedans, je t'ai réintéressé au bordel. J'ai essayé, je regardais un mois, j'y arrivais pas, je retentais un mois. Et un jour, je pense qu'on peut en parler du coup. On peut en parler, c'est bon. Parler, ouais. Parce que c'est vrai que pour compléter, c'était sympa, il y avait des bonnes idées là, du côté de la WWE, des bonnes petites storylines, l'histoire avec AJ Styles qui était champion, c'était sympa, il y avait des trucs qui étaient rigolos, le retour de Seth Rollins, des choses qui étaient sympas, mais c'était entouré d'un gros bagage de merde qui était très désagréable, des décisions qui étaient mal prises et des trucs qui faisaient chier en fait les spectateurs et les fans de la WWE, et il y a eu un gros ras-le-bol général qui s'est causé. Et au même moment, et là tu peux enchaîner. Je peux enchaîner. Et tu peux enchaîner, allons-y. Et il y a Cody Rhodes qui avait été à la WWE. Il est parti au Japon pour se former, il est devenu un catcheur incroyable. Il s'est fait des potes, mais vraiment des bons potes. Et un jour il s'est dit, ils se sont dit, venez, on fait un show aux États-Unis et
on invite tout le monde. Les gens de la AAA, qui veut dire au Mexique, les gens de la New Japan au Japon, les gens de la Ring of Honor, qui veut dire une autre fédération aux États-Unis bien moins connue. Plein de fédérations mineures, c'est Voilà, ça. c'est Par ça. rapport aux géants. Ah ouais, c'est clair. Bah, t'avais la GCW où c'est du catch hardcore et tout. Ils ont organisé ça. Le Insta, ils se sont dit 11 000 places. En une demi-heure, ça a été bouclé. Oui. C'est le plus gros show depuis 1993 qui est hors de WCW ou WWE. Et là, ils ont fait un show incroyable où il y avait des très beaux noms. Hein. Des noms comme, par exemple... Kenny Omega. Ah, je voulais le garder pour la fin. Ah, pardon, excuse-moi. C'est le main event. Excuse-moi. Ouais, bon, on va directement dire. Dis-les Du coup, gros noms, on prend la plus grosse star du Japon, on prend Kenny Omega, on prend l'un des mecs les plus affluents de la AAA, on prend Panta El Zero Miedo ou Pentagon Junior à l'époque. Mhm. Tu leur fais un match incroyable. Ça, en fait, du coup, le catch de ce pay-per-view, non, de cet événement, c'est pas un pay-per-view du coup, m'a redonné goût au catch et j'ai vu à quel point c'était trop bien. Ouais, Genre, en tout cas, t'avais un autre catch, un catch qui était différent Mais de oui. la WWE. Beaucoup plus des catchs, on va dire, impressionnants, beaucoup plus de spots, beaucoup plus de coups qui est dans tous les sens et beaucoup de J'avais jamais liberté, vu ça. de violence aussi, de prise qui était dangereuse qu'on ne voit pas à WWE parce que pour protéger les lutteurs, on en viendra aussi, je pense à ça, c'est un point qu'on n'a pas prévu, mais Ouais. on va en venir aussi, pour protéger les lutteurs. Et effectivement, ça une vague de fraîcheur en fait, Ah ouais, mais une immense trop, vague de fraîcheur Mais organisée par Cody Rhodes et du coup Kenny Omega Voilà. qui est son ami et les Bucks. non, Kenny Omega n'était pas dans l'organisation à ce moment-là. Excuse-moi. Et par exemple aussi dans cet événement, il y avait Stephen Amell qui lui est un acteur qui est fan de catch. Il avait déjà fait un peu à WWE et là il a fait un match solo. Et en fait à WWE à l'époque il avait feudé avec Cody Rhodes qui lui est parti. Et là il a eu un match solo contre Christopher Daniels il me semble qu'il a perdu. Mais il a fait un match incroyable pour une star mais c'était... L'acteur de Arrow, pour ceux qui Voilà. savent, là, c'est l'acteur de Arrow. la Et série maintenant Arrow. qui fait une série sur le catch avec Alexandre Ludwig qui jouait Björn dans Viking. Mhm. Ils ont une série sur le catch ensemble que j'ai bien aimé. Cool. Bah en tout cas, mais voilà, c'était un énorme show effectivement qui a cartonné beaucoup plus que prévu en tout cas. Ah oui, non mais c'était un banger, C'est- personne s'y attendait. Et t'oublies, alors, à part si je confonds, mais il me semble qu'il y a un dernier nom qui est très très important qui est arrivé en À la, surprise. à la fin du main event, voilà, oui. tu peux C'est en pour- parler. Ah bah non, bah vas-y toi, c'est... Et bah, le et match bah, est fini, peut-être Kenny Omega le- fête. Le plus gros nom, Kenny Omega remporte le match dans le main event. Effectivement, Chris Jericho, que si vous connaissez la WWE, vous connaissez sûrement Chris Jericho, le grande légende. Chris Jericho arrive pour attaquer Kenny Omega et banger, un mec de la WWE est là Ouais, ça faisait quelques années qu'il l'avait all-in. quitté. Ouais. Et on est en mode what the fuck. Mais à ce moment-là, il est déguisé en panta, parce que les lumières s'éteignent. Il est Oui. déguisé en panta. Et il y a les gens qui reconnaissent un peu les tatouages et tout. Oui. Il tape Omega, il enlève son masque et Et la foule en peut plus. c'est légendaire ce qui se passe, personne ne l'attendait, c'était fantastique. Mais du coup, Et bah- il faut savoir que ça, alors là tu m'arrêtes si je me trompe, mais il y a eu un succès qui était beaucoup plus impressionnant que prévu. Mais oui, Et ça a attiré l'œil d'un certain multimilliardaire, multimillionnaire, je ne sais pas à quel point est sa richesse, mais ça a attiré son œil, qui est surtout un fan de catch et qui a voulu profiter de déjà tout ce petit monde qui était là et tout cet événement pour builder, pour construire avec Cody Rhodes, les Bucks et le groupe de l'élite en fait, c'est ça. construire un show de catch hebdomadaire comme la WWE, hein, pas dans le même style. À un la toute truc- base, désolé de te couper, mais Vas-y, à la vas-y. toute base, l'idée était de faire un deuxième événement. Du coup, les Bucks et Cody Rhodes ont cherché à faire un événement. Ils se sont dit, on peut peut-être faire plus. Ils ont cherché s'il y avait quelqu'un qui voulait donner un peu d'argent. Et lui, il a dit, les gars, on fait tout ça. Du coup, on passe en 2019, parce que ça, c'était septembre 2018. Le deuxième pay-per-view, enfin le premier pay-per-view pour lancer ça, ça sera Double or Nothing, en mai 2019. Ouais. Et là, ils organisent le début pour la ceinture et tout. On couronne les nouveaux champions pour Non, les il shows. n'y a pas encore le couronnement. Ah, on est même pas encore là. Ah, non. Putain, c'est incroyable. Non. Là, en fait, il y a une Battle Royale. Et le gagnant de la Battle Royale affrontera le gagnant du main event qui sera entre Chris Jericho et Kenny Omega. Du D'accord. coup, là, on a déjà un match légendaire. Oui. Voilà, le show se passe. Celui-là aussi marche mieux que prévu. Il y a encore plein de noms qui viennent de droite à gauche. C'était trop bien. Et à la fin, il y a de cet événement. Oui. Après le match, du coup, c'est Chris Jericho qui gagne sur Kenny Omega. Très surprenant. Parce que Kenny Omega était sorti de du meilleur règne de sa vie, peut-être du Oui. meilleur règne du monde qui s'est passé. Mais Chris Jericho est quand même très populaire. Un sacré nom. Très populaire.
Et là, il y a une musique qui se lance, un mec qui arrive dans le public. Et là, moi, en tant que... J'adore cette génération. Mais Paul Cyrus, même en parler là. C'est John Moxley, dit Dean Ambrose à la WWE, qui arrive, qui a été encore à la WWE un mois avant. Ouais, Et- c'était tout frais, putain, il venait de il se faire virer. arrive. Il venait de se faire virer. Et contrairement, en fait, cet homme-là, qui a été mal utilisé, à part avec le Shield à la WWE, a toujours été dans le catch indépendant un gros brawler et qui aime faire saigner, qui est très violent. Le meilleur, le best. Et il fait son retour, effectivement, la full pop comme pas possible. Et c'est là qu'on voit, qu'on commence à voir, putain, la WWE, ça commence à être sérieux. Parce qu'au départ, c'était beaucoup de noms de l'indie. Certes, il y avait Chris Jericho, mais c'était beaucoup de noms. L'indie, c'est les Catch indépendant. catch indépendant, les petites sphères. Mais là, on a déjà Chris Jericho, et d'un coup, il y a John Moxley, Dean Ambrose, quand même un sacré nom à la WWE qui arrive. Et ça va annoncer un peu le futur de ce que va être la WWE, on en reparlera. Mais aussi Cody Rhodes, qui est un ancien de WWE. Enfin bref, il y a plusieurs gros noms de WWE, plusieurs grosses stars qui viennent, et au fur et à mesure des années, vous allez voir, on va en reparler, mais de plus en plus de méga stars vont venir dans la WWE pour rendre ce show extrêmement prestigieux et lui donner une certaine noblesse et un certain, Prestige. je voulais dire un argument de vente, un Ah certain, oui, un certain ça, c'est poids, clairement. un certain poids, parce que là, C'est pas Jean-Michel Lambda qui est là, quoi. faut bien vous rendre compte que la WWE, une fois qu'elle a écrasé la WCW dans les années 90, n'a plus jamais eu de compétition réelle. Pendant 20 ans, la fédération de catch, la WWE, a été au sommet, mais à des années-lumière de toutes les fédérations. Il n'y avait pas match, c'était les best de très très loin, les plus écrasants en tout cas. Il n'y avait même pas idée de faire une compétition. Et enfin, là, une fédération a les moyens financiers et aussi populaires grâce aux stars qu'ils ont de créer une réelle compétition. En tout cas, c'est leur. Ils disaient, je me rappelle à l'époque, c'est pas haute volonté. Et il y avait quand même beaucoup de tacles qui se faisaient. C'est la première fois qu'il y a une véritable envie, une volonté et des moyens de créer une compétition. Tout le monde sait que la compétition propose les meilleures choses des deux côtés. La compétition va forcer les deux fédérations à se sortir les doigts du cul pour proposer le meilleur produit possible. Ouais, mais c'est Et c'était ce qui s'est passé. Et les débuts de la WWE à ce niveau-là, c'était dinguerie. fantastique. On a vu à chaque fois les réactions de la WWE en face et ce que proposait la WWE comme vente fraîcheur pour voilà, battre tout ça. C'était excitant comme pas possible. On peut parler du coup du fait que en fait la WWE ils utilisent le mot sport entertainment et non pro wrestling. Oui, sport de Et, divertissement. voilà. Et il y a plein de mots qu'ils n'utilisent pas qui proviennent du catch. Et du coup la WWE s'affirme en tant que en fait la WWE se définit comme si c'était de l'indépendant du indie sauf en plus gros volume. Du coup c'est devenu une vraie fédération mais ils ont tout à cœur ce qui se passe dans l'indie. C'est ça. Et une volonté de réel en tout cas. Ah oui. On crée pas des mots à la con, c'est pas des superstars, c'est des catcheurs, c'est pas du sport de divertissement, c'est du catch. C'est pas un championnat, c'est une ceinture. Exactement. Enfin, il y a beaucoup de voilà. Vous savez que le mot ceinture est interdit. Ils ont pas à dire ceinture. Même Alors le que mot là, catcheur est interdit. Wrestler, c'est interdit. c'est interdit. C'est effectivement. dingue, alors que c'est leur métier de base. C'est comme ça, c'est dans les codes. Effectivement, la WWE proposait et propose toujours une vague beaucoup plus réaliste et de liberté que n'avait pas la WWE. Et c'est ça que beaucoup de gens, c'est avec ça que beaucoup de gens étaient charmés par la WWE. Ce côté qu'on sentait les catcheurs, les artistes, les acteurs quelque part du show hebdomadaire que vous regardez, libérés et libres de faire plusieurs choses, libres de parler, pas contraints à des dialogues écrits, etc., etc. Et ça fait beaucoup de bien. Et ils sont arrivés, du coup, quand on parlait sur une vague vraiment descendante de la WWE, eux, ils sont allés sur de nouvelles bases, et ils en ont profité, ils ont réussi à avoir un bon public à eux. Il y a vraiment beaucoup de pros à EW qui détestent la WWE. Moi, je déteste pas la WWE, mais je ne regarde que la EW, je suis de loin le reste. Et voilà, mais j'adore ce que je regarde. Et je comprends pourquoi je le regarde. En fait, j'avais jamais vraiment compris pourquoi j'aimais bien la WWE quand j'ai regardé son époque. Et là, je sais pourquoi j'aime bien. Et ce qui est nul aussi, c'est qu'en France, c'est pas très populaire. Non. Et il y a des moments où j'avais un petit peu honte d'avouer aimer ça, alors qu'en vrai, c'est de la folie. Non, si jamais vous trouvez, vous marrez en matant des matchs, oui, vous trouvez ça sympa, on vous invite grandement parce que c'est déjà énorme déjà de trouver ça sympa. Du catch en France, c'est très très mal vu. Donc si vous trouvez ça sympa, et intéressez-vous à la WWE, allez voir ce que proposent d'autres compagnies qui proposent quelque chose de quelque part plus sérieux. Je mets des guillemets parce qu'on va en revenir aussi. Qui peut proposer des choses beaucoup plus réalistes et sérieuses. En tout cas, allez voir parce que ça peut être votre tasse de thé complètement. En tout cas, ils proposent un catch qui est très diversifié avec beaucoup de styles différents
et vous pouvez trouver votre bonheur là-dedans. C'est Ou clair. et des net. fois, il y a des choses qui vont t'irriter quand même. Exactement. On en viendra un peu plus On en tard. verra plus tard, il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, mais en tout cas, il propose un catch très diversifié. Chaque lutteur propose beaucoup de choses. Et au départ, c'est un truc qu'on peut dire à la WWE, c'est qu'au départ, il se cherchait un peu, je trouve. Ah la oui, WWE. totalement. Il y avait sur quelle vague on va aller. Il y avait un peu et c'est ça qui était aussi excitant. On a ces stars, mais- qui ont des styles totalement différents. On a des comiques, on a des gars qui font des coups athlétiques pas possibles, des gens qui sont vraiment dans la lutte pure et dure à l'ancienne, Ouais, des c'est gens trop qui bien. sont dans le catch hardcore à vouloir faire saigner T'as des les objets. techniciens, t'as plein de choses. Ils avaient un roster qui était extrêmement diversifié. Et c'est là où ils se cherchaient en mode qu'est-ce qu'on propose en fait comme produit quelque part. Et c'était intéressant. Et du coup, après, on est passé de ce pay-per-view, ce premier pay-per-view, où on sait le résultat des deux premiers qui vont s'affronter, le gagnant de la Battle Royale, Adam Page. Adam Page, on en parlera un petit peu après, et Chris Jericho le Grand, qui s'affronteront plus tard. Le nouveau Pour- que personne connaît face Voilà. à l'immense nom Chris Jericho. Voilà. C'était. Et voilà, on attend ce match pour plus tard. Et en octobre 2019, leur show hebdomadaire arrive, c'est Dynamite. Et semaine par semaine, ils nous envoient des trucs de qualité dès le début. Ouais. Et un renouveau, c'est un renouveau. Ils vont l'opposer directement au soir où NXT pour la WWE est posé. Oui, c'est vrai qu'il y avait, la bah guerre ouais, il y a eu NXT la guerre face à NXT. WWE, c'est vrai. Vas-y, je te laisse expliquer ce qu'est NXT du coup. En gros, tu t'y connais mieux que moi là-dessus. NXT, en gros, c'était le show secondaire de la WWE, le show où les jeunes talents rentraient pour se préparer à entrer dans le main roster, le roster principal, à Raw et SmackDown, les gros shows WWE très 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 diffusés. NXT, c'était un peu l'endroit où ils pouvaient faire leurs armes, en quelque sorte. Je mets des guillemets là-dessus. Mais pour résumer l'idée. NXT est un show géré par Triple H. Si vous connaissez Triple H, je pense que vous le connaissez si vous connaissez un peu le Hunter. catch. Le fameux Hunter. C'est lui qui dirigeait le show. Et il faut savoir que du coup, NXT a été choisi et a été placé au même instant que l'AEW Dynamite, au même créneau horaire, ce qui a créé une véritable compétition. Il y a vraiment la guerre NXT face à l'AEW. La volonté de la WWE était d'écraser AEW. C'est raté. En fait, je pense qu'ils ont un peu sous-estimé l'AEW parce que en vrai, ils auraient pu mettre SmackDown ou Raw en face, tu vois, ils auraient pu faire ça. Mais non, ils ont mis NXT, leur show vraiment secondaire. Et non, c'était un poil trop secondaire pour que ça marche. Non, l'excitation a été telle que l'AEW a écrasé NXT. Alors, ils font des audiences bien moins supérieures que Raw et SmackDown, mais par rapport à NXT, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a même pas photo, là, ils les écrasent comme pas possible. Donc, effectivement, la guerre. En fait, ce que je me rappelle de cette époque, ce qui était excitant, c'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est que la AEW proposait des choses nouvelles, proposait des choses, là où la WWE réagissait. Réagissait. Et c'était pas dans l'attaque, la WWE était dans la défense. Mais même sur le côté des main rosters, je veux dire, on le ressentait. C'était pas NXT qui réagissait, c'était Raw et SmackDown. Oui, et aussi. c'était très maladroit. Très maladroit. Et il y a eu beaucoup de réactions face à beaucoup de choses qui se faisaient de l'autre côté. Donc en fait, on mentionne l'autre chose sans trop le mentionner parce qu'on n'a pas le droit, mais on est au courant de ce qui se passe. Et c'était souvent très maladroit. Il y a des décisions qui étaient mal prises à ce niveau-là. Et ils assumaient. En fait, j'ai l'impression qu'ils assumaient pas Qu'il existe un autre endroit aux États-Unis pour catcher. Ils avaient peur d'AEW quelque part. Ils sentaient que c'était une menace. Ils en avaient du coup un petit peu peur, mais ils ne l'assumaient pas. Ah oui, totalement. Et ils le prenaient pas comme une véritable menace. Et c'était là leur grosse erreur. Là où ils auraient juste soit dû le prendre comme une véritable menace et se sortir les doigts et vraiment, si vous voulez tacler, qui tacle, ou alors l'ignorer et proposer des choses nouvelles sans réagir. On va pas trop parler de WWE, mais l'ancêtre qui était aux commandes maintenant de la WWE a mal réagi et pensé que de lui-même, alors qu'il fallait qu'il ait des gens autour et qui lui expliquent exactement ce que c'était. Et de NXT, les stars qui sortent, il les utilisait mal, et c'est ça qui va aussi faire perdre plein de choses à la WWE. On en reviendra un peu après, mais voilà. Pendant les différentes ères, il y a une ère où effectivement une vague d'NXT est arrivée à la WWE, mais on en reparlera. On en reparlera. Bah écoute, voilà, ça c'est la création, en tout cas, c'est la création au début de la AEW. Moi je te propose qu'on parle un petit peu des champions pour le titre masculin, parce que on a parlé du début, le premier affrontement, comment ça s'est passé. Voilà. Effectivement. Et en fait, on va parler des champions parce que il faut savoir que, c'est ce qu'on a parlé avant de lancer le live, c'est que les champions marquent les différentes ères, parce que la WWE a eu une sacrée évolution depuis ses débuts, et c'est vrai que chaque champion marque une certaine ère. Champion majeur masculin,
marque une certaine ère, je trouve. Ouais, mais c'est ça. Et Dis-toi qu'en octobre, là, ça fait déjà 3 ans que Dynamite existe. Hein. ouais, ça fait 3 ans, c'est dingue. Et ça a tellement changé, mais tellement changé, ça n'a Tout a plus changé. rien à voir. Du coup, commençons. Je te laisse commencer par, Bah, par le premier champion majeur, Chris Jericho. Oui, il a Son affronté du règne. coup Adam Page, le petit nouveau tout frêle, et qui va créer, grâce à ça, grâce à cette défaite que Adam Page va avoir, on va avoir la meilleure storyline que la WWE a eu pour moi. Mhm. Ce qui veut, ça a lancé une méga histoire, une histoire incroyable. Mais on va plutôt pas être Jericho là, qui a été le premier champion, très dominant, où il s'est fait directement un groupe autour de lui, l'Inner Circle, Oui. avec un autre ancien de la WWE, Jack Hager, qui était Jack Swagger à l'époque. Santana et Ortiz, du coup une équipe qui provenait, je ne sais pas de... De l'Indie, mais je sais plus. Ah, d'où ils il venait, étaient ouais. je crois qu'ils étaient à Impact, mais je suis vraiment pas sûr, je vais pas mal confirmer ça. Et un jeune, un tout nouveau, Sammy Guevara. Et ça, c'était l'Inner Circle. Et avec un charisme, Chris Jericho s'appelait le champion. Et avec ses bubbles. C'était un champion comique. Il apportait beaucoup de comédie. Il, mais comique. Tout en apportant du sérieux. Il était très sérieux, mais avec des construit élans fort. de comédie, voilà, construit fort, mais avec des ans de comédie parce que il faisait pas des blagues, mais il se rendait pas compte des stupidités qu'il disait des fois. Et c'était mais extrêmement drôle ça. Son personnage était excellent. Ouais, trop bien créé. cool. Il était cool. Il était très très cool. Et bah écoute, t'as pas de Sammy Guevara, je pense, parce que pour moi, dès le début de Dynamite, il y a eu déjà les 4 piliers. Je pense qu'on peut Alors, faire une transition là-dessus parce que dès le début, dès la première ère avec Jericho, les 4 piliers, les c'était le 4 futur et c'était. les 4 piliers, du coup, pour vous dire, c'est 4 catcheurs qui venaient à peine de commencer le catch et ils ont mis beaucoup de confiance en eux. Il y en a, ils ont été quelques années dans des petits shows indie et tout. Et la EW a vachement confiance. On a eu du coup Sammy Guevara, on a eu Jungle Boy, on a eu Darby Allin et on a eu. MJF. Maxwell, Jacob, Friedman, motherfucking MJF. Les 4 piliers. Le futur du catch. J'avais vu une image en soi. Alors les 4 piliers, donc, comme l'a dit Boris, c'est exactement ça. C'est les 4 jeunes talents, très très jeunes talents. Vraiment, ils sont jeunes. Hein. Ils ont entre 20 et 25 ans à la base. À la Quand base, ils je sont crois que arrivés. c'est toujours, ouais. Ils avaient tous entre 20 et 25 ans. Et ils ont tous été vachement plus. C'est le futur en gros. C'est le futur, ça va être les projets de la EW. Et ils ont été Et- construits très crédibles dès le début, Oui. mais sans marcher bien sûr sur les grands. Même dans leurs défaites, tu voyais qu'ils apprenaient que des bangers. J'avais vu, on va faire, je pense que j'en parlerai un peu plus tard, mais juste pour teaser ce dont on va parler plus tard dans une prochaine ère, j'ai vu une image qui a fait beaucoup rire avec du coup un bâtiment avec 4 piliers, tu vois. Et il y avait 3 piliers qui étaient fissurés, il y avait MJF qui était comme ça, qui portait tout le bordel comme ça. On va en parler, mais c'est vrai, il y a 4 piliers, mais je trouve ça quand même un poil dégradant pour MJF, Non, mais ça, les qui est quand même un niveau qui est Oui, mais à comme l'époque, ça. on le savait pas. À l'époque, on le savait Les pas. 4 piliers ont été créés. Le nom a été dit dès le début. C'est pour ça. C'est un teasing parce qu'effectivement, MJ va prendre une importance de dingue. Mais celui qui évolue le plus rapidement au début, ça va être Darby Allin. C'est Darby Allin. Oui. C'est Darby Allin qui, du coup, c'est un personnage très stylé qui est c'est un emo carrément. Il a la moitié du visage peint. Il arrive sur un skateboard, il est tout fin, mais il fait que des trucs suicidaires. Et du coup, quand il affronte un mec plus baraque que lui, ce qui arrive souvent, il va être crédible parce que il donne sa vie pour chaque match et c'est Oh. incroyable. C'est CM Punk, que vous connaissez sûrement, a dit un jour à quoi ça sert de faire des dives. Des dives, c'est des plongeons à du l'extérieur ring. des cordes, hors du ring. Parce que Darby Allin, parce que Darby Allin est dans le business en fait. Alors arrêtez de faire des dives et Darby Allin dans le business. Les dives de Darby Allin sont Pour faire dire ça à Putain. Punk. pour que Punk dise ça, c'est dingue. Mais voilà, c'est ça. Je sais plus où je voulais revenir avec tout ça, mais. Voilà, on peut parler. Ah oui, Darby Allin, il est beaucoup apprécié par les fans parce qu'il dégage un peu. Si pareil, si vous suivez Catch Attack, NT1, il rappelle beaucoup Jeff Hardy. Il a Ah ouais. un peu la même aura, c'est Ouais. cette aura de gars, tu fais, mais mec. Ouais, je comprends pas. Il rappelle un peu ça, effectivement, la foule Il y l'adore. a des sauces suicidaires, c'est incroyable. C'est clair. J'ai mal pris. Tu veux qu'on aille sur la fin de l'ère Jericho Allons sur la fin de l'ère Jericho. Du coup, ils ont été- Il a battu des gros noms et tout. Et il y a ce bon vieux John Moxley qui a dû feuder avec Kenny Omega après l'attaque au premier pay-per-view, ce qu'on vous a expliqué autant que moi. Il a fini son feud avec Kenny Omega, il a été blessé aussi à un moment, il a dû se faire opérer. Et à la fin, il est allé sur Chris Jericho. Il y a eu des segments incroyables. Chris Jericho a essayé de lui crever un œil, il était en Mox pirate, il avait une C'est énorme vrai. cicatrice là. Et du coup, là, on peut parler
de Jon Moxley, qu'on aime ou pas, La secondaire, Jon il Moxley. y a le truc où le sang à la EW. Le sang. Tu parlais de Jon Moxley Bah le oui, sang. parce que lui, Vas-y, c'est je ça t'en va être prie. le principal. Je t'en prie, je À t'en la prie. EW, il y a il y a du sang. Ils se font violents des fois. Ils vont mettre. C'est arrivé un match, le premier qu'on a vu, le premier qui nous a étonné, c'était 4 mecs qui combattaient. Dedans, il y avait. Comment il s'appelait le gothique là, qui y est plus là. Je sais Bon, plus. ils ont je pris sais une poignée plus. de punaises, ils lui ont mis la bouche et ils l'ont scotché. Et des fois, on met des punaises sur le sol, on les lance dessus, ils se lèvent, ils ont plein de punaises. Ils font Le catch traverser hardcore. énormément de tables et tout, ce qu'on peut voir à la WWE, mais c'est vraiment en beaucoup plus poussé. Plus, ouais. Il y a eu un match plus tard entre. Je crois que c'était Chris Jericho contre. Je n'ai oublié le nom, c'est un ancien champion de la GCW qui est Nick Gage, très connu. Ah, Et ils ont traversé des vitres et plein de choses, ouais. et avec une roulette de pizza et tout. Là, c'est un peu trop hardcore pour la télé. On le voit moins souvent, et heureusement. Mais il y a des choses comme ça qui se passent. Il y avait une ère avec Moxley qui était du coup un ancien Du coup, il a catcheur pris le très titre, hardcore. Il a pris le titre, oui. Il y avait du coup une ère un peu plus hardcore, un peu plus basée sur le brawl et sur Ouais. allez, je vous prends. Moins sur la lutte type in-ring, type tacticien, mais beaucoup plus sur. Il Du fait aussi cassage ça, de gueule. mais du cassage de gueule. On a eu une ère un peu comme ça, mais surtout Moxley, il est tristement célèbre, son règne est tristement célèbre, comme le règne de Drew McIntyre à la WWE. Un règne où il y a eu le Covid. C'était la secondaire de la EW, le règne de Moxley, c'était un règne sous Covid. C'était un Après, règne où les fans n'étaient pas là. Et... La EW ne l'a pas géré de la même façon, Covid et tout. Non, très différent. D'une meilleure façon pour beaucoup de gens. Oui, je trouve aussi que c'était une meilleure Voilà. façon. Bon, en tout cas, on en parlera, on va pas parler de ça non plus. Mais voilà, il a eu un règne sans grand. Je trouve c'est important quand même parce que Ok, du coup moi je trouve c'est Ton important public est là. parce que c'est un règne du coup où Moxley n'a pas pu vraiment briller face à une foule et il a dû se sortir les doigts du cul pour proposer pour divertir un maximum dans une arène quasiment vide avec très très peu de gens, une arène unique où il venait catcher toutes les semaines. Et c'était très compliqué en soi. C'est pour ça que Moxley a fait un très très bon travail de champion parce qu'un champion babyface qui doit arriver les foules, leur donner allez les gars je suis avec vous et tout, sans foule. Franchement, il a fait un travail de dingue. Et quand la foule, après il a fait plusieurs combats, donc on peut en parler des combats qu'il a fait, mais notamment ça arrivait avec Eddie Kingston, dont je me rappelle surtout, pour moi qui était une de ses meilleures dans son règne. En soi, malheureusement, c'est peut-être une ère où il y a eu beaucoup de mal, mais pas la plus mémorable à cause du Covid. Selon moi. Ah oui, c'est C'est sûr. à cause du Covid. Mais franchement, un gros big up à Jon Moxley qui en plus souffrait d'autres maux. Et ce qui était très dur en plus, c'est que lui, son entrée, c'est comme ça que le Shield a eu l'idée à l'époque. Depuis qu'il a commencé le catch, il arrive par le public. Et comment t'arrives par le public quand il n'y a pas de public? c'est un peu triste, oui. Et du coup, il a eu une très bonne rivalité. Ensuite, il y a Omega qui est revenu. Et du coup, Moxley était un champion qui était seul, pas accompagné comme Chris Jericho ou pas comme Omega après. Donc ça va l'aider pour sa prise de titre. Ils vont faire un match sur un thème très bizarre et dont c'est triste, mais le final va foirer. Et Oui, c'était là la prise de titre en plus. Mais oui, Bah le oui. Barbwire Deathmatch, oui, c'est vrai. voilà. Mais c'était un match quand même assez incroyable. Il y Oui. a des fils de barbelés partout. À la Moxley, en fait. C'était un match pour Moxley. Il a perdu. Kenny Omega, le grand Kenny Omega, prend le titre. Le grand Kenny Omega prend le titre. La grande star de l'indie, la plus grande star de l'indie, enfin la C'est star pas la du plus indie. connue. Du coup. Bah, C'est si. c'est 4 japonais, c'est pas considéré comme de l'indie. Ah d'accord. Ok, bon, en tout cas la star hors WWE la plus connue, Ouais, je sûrement. pense. Le nom le plus connu hors WWE à l'époque, c'était Kenny Omega. Oui, non, mais ça, je te crois à 10%. Et il devient un champion et ouvre une nouvelle ère et malheureusement, c'est là où le public va commencer à revenir petit à petit d'ailleurs. Hein. C'est donc un champion un règne de heel, un règne très très long. Le plus long règne de la EW. C'est vrai, le plus long règne actuellement, une ère assez longue qui va marquer, arrête-moi si je me trompe, mais c'est là où elle marque surtout le retour du public, Ouais. le côté, on commence à montrer un peu d'autres shows dans autre chose, c'est-à-dire on commence à s'intéresser à Ring of Honor, à New Japan avec un Kenny Omega qui affiche des Trois. titres d'autres fédérations. 3 titres. 3 titres d'autres fédérations, Voilà. on est d'accord, plus le titre de sa fédération à lui. On commence du coup à s'intéresser un peu, ok on est à la W, mais on fait des mix avec d'autres fédérations à côté, on est ouvert à ça. Et aussi, autre chose, l'arrivée de beaucoup de gros noms qui vont arriver au fur et à mesure, c'est là où ça commence je crois, c'est là où ça commence avec Ouais. les gros noms qui rentrent, notamment des noms de la WWE
qui malheureusement de leur côté ont tous perdu leur job pour la plupart, il y a eu des embarques de licenciement à la WWE, et ces victimes de licenciement se sont retrouvées à l'AEW au fur et à mesure. Et pas que, du coup, il y en a aussi qui n'avaient pas du tout la WWE elle-même et leur contrat, comment ils étaient gérés. Du coup, ils ont décidé d'arrêter. Et il y a, moi, je pense à un gros nom qui est arrivé pendant l'ère de Moxley, c'était ce bon vieux Brody Lee. Brody Lee, du coup, connu sous le nom de Luke Harper à la WWE, qui est décédé malheureusement en fin 2019. Qui a fait quelques mois à la WWE et qui a jamais été aussi bon, jamais aussi présenté, aussi fort. Il était super. Était super, Brody Lee. Il était immense. Et c'est vraiment une triste perte parce qu'il était fantastique, cet homme. Et voilà, on en parlera quand on parlera un petit peu vite fait des titres secondaires. Mais il a eu, à un moment, il a piqué le titre à Cody Rhodes de TNT, le titre secondaire masculin. Et il était très puissant. Mais il l'a perdu rapidement parce qu'il a commencé à être malade et il devait rendre. Mais du coup, beaucoup de noms qui arrivent. Donc Brody, tu l'as mentionné, qui malheureusement nous a quittés. Mais à côté, on a eu aussi Miro, connu sous le nom de Rousseff à l'époque. On a eu Malakai Black, connu sous le nom Alistair Black, merci, j'avais oublié. On a eu. Qui c'est qu'on a eu d'autres? On a eu beaucoup de noms. Hein. C'est vrai que maintenant, ils font tellement AEW que je sais même plus que c'était là-bas. On a Bobby Fish qui est arrivé. Bobby Fish, bien sûr, Kyle O'Reilly, Adam Cole. Ça, c'est bien plus tard, du coup. Oui, c'est vrai. On est sur l'ère d'Omega, si, c'est ça. On est sur l'ère d'Omega, Adam Cole. Enfin, après, on peut les avancer. On a eu. Ah oui, on va parler de ce double retour. Donc, j'ai mentionné Adam Cole qui était un immense retour. Et là, je pense que c'est à ce moment-là. En fait, il y a eu beaucoup de gros noms qui sont arrivés. Il y a eu Christian aussi qui est arrivé. Il y a eu beaucoup de gros noms assez importants, mais pas de. Il n'y avait pas encore eu de banger. Même Chris Jericho, même si John Moxley, c'était quand même un gros banger. Mais on n'a pas eu de gros banger depuis. Et c'est ce jour-là, ce jour de All Out. All Out, où on a eu Kenny Omega contre Christian à la fin avec une double arrivée. Adam Cole dans un premier temps, donc super, on est content. On peut présenter le contexte. Du coup, c'est Kenny Omega a presque plus de challenger, il a battu tout le monde. Oui, c'est ça. Voilà, et il est accompagné des Young Bucks, qui est peut-être la meilleure équipe de tous les temps. Et ils ont une grosse présence. Il y a aussi, il y en a un qui les filme tout le temps parce que c'est un catcheur nul et il fait rire, c'est le côté comique de leur bande. Il y a même Luke Gallows et Anderson qui sont là. Eux, ils sont à Impact, mais ils accompagnent Omega. Et ils disent, ouais, j'ai plus personne et tout. Et là, il y a Adam Cole qui arrive. Incroyable, la pop incroyable. Il arrive, ils font un face-off et ils se font un câlin. En fait, il vient rejoindre le groupe. C'est vrai que c'était génial. C'était génial ce moment. Et juste après. Qu'est-ce qui s'est passé? Et juste après, le banger. Le vol des Valkyries commence à s'entendre. Et Daniel Bryan, le catcheur que t'en as parlé au tout début, ce catcheur qui t'a fait rêver, qui était la super WWE, arrive à la AEW. Et là, c'est banger parce que Daniel Bryan, c'est un putain de nom. C'est un putain de nom. Pour toi, c'est le meilleur catcheur du Pour monde. Moi, c'est le meilleur catcheur au monde. Mais je suis d'accord. Hein. Avec Kenny Omega, pour moi, c'est les deux meilleurs au monde. Ouais, ils sont un peu différents, totalement. Mais ils sont exceptionnels. Et Daniel Bryan est vraiment un catcheur fantastique, mais un catcheur qui va vous faire croire, qui va vous faire vibrer, qu'il soit heel, méchant, ou face, gentil. C'est un catcheur qui va vous faire rêver, qui va vous faire croire à ce qu'il fait. Et que c'est d'une fluidité, il est fantastique. Et en plus de ça, en termes de promo, il est hyper réaliste. Bref, Daniel Bryan, c'est un bonheur. En tout cas, des gros noms arrivent, mais en fait, je viens de penser que l'autre énorme nom est arrivé avant, en plus, on a oublié d'en parler. Oui, c'est vrai qu'il est arrivé avant. Mais attends, c'est là-dedans, gros, hein, c'est là-dedans. Ouais, mais ok. En fait, ce sera le dernier à parler, parce qu'après, en soi, il n'y a pas eu plus gros depuis. Si. Enfin, non, je parlais dans les champions. non, pas dans les champions, mais il n'y a pas eu plus gros noms arrivés depuis. Mais en gros, ce moment-là, c'est là où la AEW est devenue vraiment, vraiment puissante et elle est devenue très crédible. Vraiment encore plus crédible et vraiment devenue en mode, ok, là les gars, on a posé les gros sabots. Daniel Bryan Danielson est arrivé. Et surtout, il y avait... Attends. Quoi, vas-y. Moi, je vais le teaser de la bonne façon. Vas-y, tease-le. La AEW, du coup, un show, c'est Dynamite une fois par semaine, de 2 heures. Ils ont commencé à lancer un deuxième show, Rampage. Le deuxième show de Rampage se nommait First Dance et se passait à Chicago, dans l'Illinois. Par contre, Rampage et Dynamite, c'est comme si c'était un seul gros show. C'est pas comme SmackDown et Rampage où il y a des titres différents et tout. Non, c'est un gros show, tout se passe la même chose. Ça, c'est sur 2 jours.
Qui est-ce qui vient de Chicago déjà? Je sais pas, qui c'est qui vient de Chicago? Un mec qui fait comme ça là, c'est peut-être un peu fait straight comme edge ça, là, ouais. tu vois. Un gars un peu comme ça, Ouais. où tu sais, les gens ils scandent son nom depuis 7 ans. Voilà, depuis qu'il est depuis parti, 7 ans il est pas apparu, il était à la double. Ouais, Et il fait des comics. Il y a je une crois. rumeur qui se glisse comme c'est. Et tout le monde, on sait pas s'il va arriver. Et là, le public, avant que tout s'allume, là, juste le show démarre et le public il se rend quoi? CM Punk, CM Punk, CM Punk. Et là, il y a un doudou. Et le public, j'ai jamais vu une pop comme ça de toute ma vie. Je vais vous dire un truc, oui. Que vous soyez fan de catch ou pas fan de catch, c'est une vidéo que j'ai montrée à des gens qui n'en ont rien à foutre du catch. Pareil. Ils étaient sur le cul. Bah ouais. Cette pop, j'ai jamais vu une pop aussi grande que celle-là. Jamais. Même celle d'Edge a été Bah, pas aussi grosse. La même année, il y a le retour d'Edge. Et le avec retour le- d'Edge, oui. On dit, ouais, c'est la plus grosse pop. Il s'est fait baiser par CM Punk. Hold my punk. Le mec, regardez, si jamais vous en foutez ou je sais pas quoi, mais juste au moins regardez l'entrée, le retour de CM Punk à la AEW depuis 7 ans que le public scande son nom, depuis une éternité qu'ils attendent ça, depuis qu'ils étaient même sûrs qu'il allait rentrer, ça donnait une évidence, il y avait trop de signes qui montraient qu'il allait arriver, et pourtant quand il est arrivé, le mec était en larmes, le mec a tapé un dive dans le public, le mec a fait sa promo de retour, c'était colossal. CM Punk, c'était le nom que les gens attendaient le plus depuis 7 ans, le personne que tout le monde veut voir le plus faire son retour, c'était lui. C'était il y a un an. Et il est revenu il y a un an à la AEW. Et là, encore une fois, on vous dit, il y a un combo quoi. T'avais déjà John Moxley, t'as Chris Jericho, t'as Daniel Bryan et CM Punk. T'es en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, on sort les gros sabots et là, Le mec aigri là, qui dirige la W, fait. Mais c'est pas mon show, pourquoi ils sont là-bas? Mais c'est mes amis, ils sont pas chez moi! eh ben oui, vous les avez virés, monsieur, et maintenant ils sont chez la concurrence, c'est comme ça. J'ai les meilleurs! C'est chez les meilleurs. En tout cas, c'était dingue. Et là, on rentre du coup dans une nouvelle ère. Du coup, alors Kenny Omega va perdre son titre contre Adam Page, Mm. qui entre-temps, entre le début de son combat contre Jericho et ce combat contre Omega, c'est la plus grande histoire, ça a duré 2 ans à peu près. Bah ouais. C'est la plus belle histoire que le catch, que j'ai vu dans le catch en suivant hebdomadairement. C'est une des meilleures histoires modernes. C'est clair Voilà. et net, c'est dans le top 3 des meilleures histoires de la dernière décennie, je veux Je dire. pense pas qu'on ait le temps de la raconter en entière parce que ça Non, va nous non, prendre une demi-heure. c'est pas le but, mais il y a plein de vidéos qui résument ça. Et Voilà. puis, c'était vraiment une histoire passionnante, une grosse rivalité. Travailler basée- ouais. ils se sont fait une équipe avec Kenny Omega, ils ont été les meilleurs et on sait pas ce qui est se passer. L'histoire est belle, faut regarder ce qui s'est passé. Allez, regardez ça, ouais, c'était En- fou. En tout cas, il y a eu énormément de grosses rivalités. Celle-là était géniale. Pour moi, cette période-là, donc fin du règne d'Omega, début du règne de Page, pour moi, c'est la meilleure époque de la AEW. Alors, Parce qu'on a eu cette rivalité qui était dingue entre Omega et Page. On a eu la rivalité Omega-Bryan qui a suivi. Et c'était des matchs mais fantastiques. Mais t'as MJF allez qui les fait voir. banger sur banger. Et il y a eu MJF qui Contre Chris Jericho. qui en parlait de plus en plus, qui émergeait, qui commençait à sortir du lot. Le Et futur. qui là arrive, et rivalité face à Punk, on rentre dans une nouvelle ère, mais cette rivalité vrai que- CM Punk et MJF, pour moi c'est la meilleure de la AEW. Si il y a C'est débat, entre les deux. c'est entre les deux. Omega et Page et Punk et MJF. C'est C'est les juste- deux meilleures rivalités. C'est juste que Page Omega était beaucoup plus sur le long terme Oui. et beaucoup, je dirais plus travaillé parce que c'était vraiment un truc. Mais cette histoire est aussi incroyable. C'est ça. Page Mais en tout va cas, justement- Ouais, vas-y, parle de Page Page. va justement perdre son titre contre CM Punk dans un match où personnellement on l'a regardé ensemble. Enfin, il était à Paris, moi à Grenoble. On l'a regardé en même temps. J'étais fané de voir Page perdre et il était heureux. J'étais trop Heureux content. comme un loir. J'étais dégoûté. Je trouvais pas très crédible Punk, mais pour moi c'était pas le bon moment pour le faire gagner. Et en plus, malheureusement, Malheureusement. après cette victoire, il a dû annoncer qu'il s'était blessé. Et du coup, il y a un champion par intérim. Le premier qui était premier au ranking, il y a un système de ranking à la AEW, c'était John Moxley. Du coup, il a dû affronter 2 personnes, un qui a fait une Battle Royale, puis un japonais. Et il a repris, et en ce moment, on est sur la nouvelle ère de John Moxley, que moi je surkiffe. C'est vraiment. Ouais, il est sympa. C'est mon catcheur sûrement préféré. Et il a une présence là dans la foule, ça marche tellement bien, c'est rentré par la foule. Il est ni heel ni face, ni gentil ni méchant. Et mais tout le monde l'adore, et parce qu'il va faire des coups de heel, mais pas des coups de pute, mais il s'en bat juste les coups, il va cogner. Ouais, c'est un Il remporte ses matchs bagarre. comme ça. C'est un bagarre. Et là, on attend le deuxième match avec Chris Jericho cette semaine justement. C'est ça. Et du coup, en ce moment,
Je t'en parlais de la blessure de CM Punk, mais c'est vrai que la WWE a eu beaucoup de mal. C'est une période qui était un peu froide parce que je trouve qu'ils ont eu beaucoup de mal à gérer ça. Ils ont énormément de blessés, mais énormément de blessés. Ils ont perdu Ah ouais. Punk, ils ont perdu Bryan Danielson, ils ont Ils ont perdu Adam Kenny Cole. Omega, ils ont perdu Adam Cole, Bah, ils ont perdu tout le monde. Et t'es en Kenny mode, Omega, ça merde. fait bientôt un an. Ça faisait là. un bail, ça faisait un bail, mais Non, ça fait bientôt un an qu'il est pas revenu, je crois. Un truc comme ça. ouais, non mais c'est énorme. Mais c'était une période très compliquée. Mais en tout cas, là on est ici actuellement, on a un champion par intérim, John Moxley, qui affrontera Punk quand il fera son retour pour couronner le nouveau champion. Et sûrement la nouvelle ère, encore une nouvelle ère qui va arriver. Peut-être On verra bien. On verra s'il arrive cette semaine. Peut-être en très bientôt. Mais en tout cas, on nous a résumé un peu l'histoire de ce show. Du coup, un show qui a grandi au fur et à mesure des mois, avec diverses storylines. Et je trouve que maintenant ils sont beaucoup plus concentrés. À l'époque on disait qu'ils se cherchaient un peu. Maintenant ils sont beaucoup plus concentrés la WWE. Ils savent qui est leur gros star, qui est leur gros champion. Ils les mettent en avant. Des fois ils font des erreurs et suivez les revues de Kozak, mes reviews parce que j'en parle souvent. Je trouve quand même que des fois ils font quand même des gros heures de parcours. Mais en tout cas ils ont l'air focus sur ceux qu'ils ont envie de pusher. Clair et net. Et en tout cas, c'est un produit qui est très plaisant. Si vous aimez la bonne bagarre, si vous aimez tout ça, regardez la WWE, vous pouvez vous marrer. Énormément. C'est comme des séries de télé en fait, c'est avec Oui. plein d'acteurs, plein de personnages C'est différents. pour ça que je le suis, moi. Toi, tu adores John Moxley, moi j'adore CM Punk, j'adore Daniel Bryan, j'adore. On a tous des favoris comme ça, et c'est passionnant, c'est passionnant. Un petit souci, ça a été pendant très longtemps et encore actuellement, c'est le catch féminin. Oui, tu as raison de le mentionner, ça a été un gros problème de la WWE, le catch féminin. Par exemple, Oui. Là, on vous parlait de tous les champions pour la titre principale. Dans le titre féminin, il n'y a qu'une seule championne. Ça a été Britt Baker qui a été créée. Incroyable, franchement, très bon règne. Là, elle a perdu le titre. On n'est pas trop d'accord sur le fait qu'elle soit championne. Voilà. Et après, Bah, pour moi, il y a deux championnes. Et franchement, Jade Cargill est un pur projet. C'est pas une championne c'est le principale. titre secondaire. C'est un titre secondaire féminin, mais clairement, si on a eu cette discussion, mais elle a l'aura d'une championne et d'ailleurs, ils la mettent vraiment en avant, Jade Cargill. Maintenant, le catch féminin, AEW, ça y est, il est Ah là, sympa. c'est moi. Il est super. On a des grosses stars, Mais on a Britt c'était très Baker, dur à on a Cargill. En tout cas, c'est les deux qui tiennent vraiment le roster féminin. On a ces stars-là. Mais au départ, c'était la place bâtarde, toujours la place avant main event, c'était la place bâtarde pour les femmes, c'est la place qui est très dure à tenir pour motiver les foules, et on mettait les femmes là-dedans. On mettait aucun enjeu, aucun effort de storytelling dans ces histoires-là. Les catcheuses n'étaient pas les plus passionnantes non plus. Effectivement, il a fallu attendre Britt Baker qui arrivait pendant l'ère Omega. C'est là où il est arrivé, Britt Baker. Incroyable. Et effectivement, là enfin, on a eu un vrai règne de championne qui, sans égaler la qualité du catch féminin de la WWE, parce que ça c'est vrai, il faut le mentionner, la WWE niveau catch féminin, ils ont tous les noms, ils fournissent beaucoup d'efforts là-dedans. Mais on commence à s'y rapprocher petit à petit, on commence à s'installer petit à petit, et plus d'autres d'efforts, plus ça ira mieux. Mais en tout cas, enfin, on est sur la bonne voie. Par contre, catch féminin était une catastrophe, mais là où ils ont été très forts, la WWE, t'as vu les transitions, c'est incroyable. Et ce que tu as adoré, ce qui t'a charmé, Moi, c'est le catch par équipe. le catch par équipe. On peut dire que maintenant, au début, il y a eu deux grandes équipes. Il y a 2 ans, oui. Il y a eu la victoire, bien sûr. Il y a des équipes comme Adam Page et Omega qui ont formé une équipe. Et bien sûr, c'était une grande équipe. Mais des équipes qui existaient avant, qui sont intemporelles. Parce que ils ont été dans plein de fédérations. Ils ont toujours gagné. Ils ont toujours été trop forts. On a 2 grandes équipes. Les Young Bucks et les Lucha Brothers. Plus tard, on a FTR, anciennement The Revival. The Revival, c'est ça. Et qui sont là. Et ces 3 grandes équipes, c'est vraiment, mais je pense que c'est les 3 plus grandes équipes du monde. Et ils sont toutes les 3 là. Et quand tu vois un match entre ces 2 équipes, mes 2 matchs préférés, il y a les Young Bucks dedans. Et pourtant, les Lucha Bros sont mon équipe préférée forever, je pense. Oui, Mais il y en a une avec les Lucha Bros, bien évidemment. c'est clair. Mais vous voyez, moi et Boris, tu vois, toi, tes matchs préférés, c'est des matchs avec les Young Bucks, c'est des matchs qu'on appelle Spotfest, c'est pas du tout c'est pas du tout une critique, c'est plutôt un type de match qui peut vraiment vous plaire. Là, c'est ta tasse de thé à fond, moi c'est moins ma tasse de thé. C'est des matchs où en gros c'est escalade de mouvements impressionnants sur mouvements impressionnants et vraiment vous en prenez plein la gueule. À ce niveau-là, vous en prenez mais plein la gueule, sans mettre de côté l'histoire. Je dirais pas que c'est. Ouais, en fait, ce que j'aime beaucoup, surtout sur ce match entre les Young Bucks et les Lucha Brothers, c'est un match en cage. C'est le seul match en cage par équipe, du coup, facile à trouver, je sais plus Oui. quand c'était sur. Bon. Et il y a un parallélisme où tout ce qui va se passer d'un côté va se passer de l'autre. Ils se provoquent énormément.
Et ça marche très bien. Et les deux équipes sont vraiment d'une qualité impressionnante. Ça fait extrêmement chorégraphié, dans le bon sens du terme. Ça fait comme un super spectacle que vous regardez. C'est un super spectacle hyper chorégraphié, calibré, à la milliseconde près. Ça, c'est un type de match type Bucks qui sont très très forts dans ce type de match. Et ça peut être votre tasse de thé. Et si vous aimez ce genre de match, vous allez vous régaler à la WWE parce que il y a beaucoup d'équipes qui sont dans ce genre-là. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ont aussi FTR, qui est une équipe qui n'a rien à voir dans le style. Et moi, c'est mon équipe préférée. C'est un autre catch que j'aime, et c'est pour ça que j'adore aussi CM Punk, que j'adore aussi Bryan Danielson. C'est un catch beaucoup plus différent. C'est un catch qui est plus basé sur la lutte, le côté contrôle, le côté réalisme mental, on va dire. C'est plus des matchs basés sur la psychologie et encore une fois, c'est des fois, il y a beaucoup de gens, et ils ont raison de dire que ces matchs-là, ils s'ennuient devant, parce que c'est pas vraiment impressionnant. Effectivement, des fois, c'est pas impressionnant. Mais ça fait plus réaliste, entre guillemets. Ça fait plus. C'est plus ces choses-là qui se dégagent. Ouais, Donc la- vous avez. Après, moi j'adore Moxley, c'est plus dans ce genre-là. C'est plus dans Et ce c'est genre-là. deux styles différents, j'adore les deux. Exactement. Et il faut, si vous voulez aimer la WWE, intéressez-vous à tout. En tout cas, vous aurez tout ça. Et vous aurez le choix de voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît plus, ce qui vous plaît pas. Et effectivement, des choses qui vont pas vous plaire. Par exemple, la WWE, personnellement, j'adore ce show, je le suis toutes les semaines. Mais il y a des choses dont j'ai horreur. Et à chaque fois que je le vois, j'ai envie de me chier dessus, quoi. Et c'est leur rapport à la comédie. Il y a certains personnages qui sont très comiques. Et j'ai beaucoup de mal à ce niveau-là. Mais encore une fois, c'est pas grave. Regardez C'est- ces reviews, il est très salé des fois. Oh putain, quand il y a Orange Cassidy en général, je suis très salé, hein. Ça c'est clair et net. Mais des gens adorent Cassidy. Cassidy a des retours, et quand on voit les réactions qu'il a par rapport au public, incroyable. Et moi, je suis cru être en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Moi j'avoue que Mais- j'aime bien, moi je suis meilleur public que toi là-dessus. Voilà, mais encore Voilà. une fois, c'est Il pas faut de tout. mal. Il faut de de toute tout. façon. Il faut de tout. Et Et ouais. il y a un truc aussi qui est très bien à la WWE, c'est qu'en fait un catcheur, souvent bah, il y a les heels, du coup il y a des gens qui vont remettre des coups dans le dos et tout, et chaque catcheur est accompagné, enfin la plupart. T'as comme par exemple John Moxley pendant son premier règne, il a toujours été tout seul, ce qui lui a coûté un moment. Maintenant il a un clan pour la première fois, Oui. au bout de 3 ans il a un clan, c'est incroyable. Et ils sont tous accompagnés, genre tu sais, si tu suis, tu dis lui, il est pas avec lui, peut-être qu'il va venir l'aider maintenant. Oui. Il y a vraiment des liens. Et tu sais vraiment que c'est que des personnes, t'es jamais, désolé si c'est le cas pour vous, mais t'as toujours un pote au moins. Et du coup, eux, dans leur roster, ils ont au moins un pote, que ce soit masculin, féminin. Même ils commencent à faire des clans féminins, c'est très très cool. Exactement. Il y a, Exactement. t'as toujours un pote sur qui compter, c'est très très cool. Et des fois, c'est très surprenant, tu t'attends pas que Non. le moment où Eddie Kingston est arrivé pour aider Moxley. Non, c'est incroyable. incroyable. En fait, tu sais quel catcheur aime l'autre et quel catcheur peut pas blairer l'autre. Ça, tu le sais. Au bout d'un moment, ils sont toujours. En fait, Et même s'ils se recroisent pas pendant un moment. c'est ça. Et c'est la grosse différence par rapport à la WWE actuelle, en tout cas. C'est encore là un point où la WWE est plus réaliste et propose un produit plus réaliste dans les choses. C'est que là-bas, tous les catcheurs sont solitaires là-bas. T'as les équipes qui sont toujours ensemble, ok. Les catcheurs solo sont toujours solo. Et tu vois pas les amitiés, tu les vois très très peu en fait. Alors qu'à la WWE, effectivement, comme tu l'as mentionné, il y a toujours quelqu'un avec les autres. Mais, Par exemple, CM Punk et FTR, t'es en mode, tu sais Bah qu'ils ouais. sont méga potes. mais mais- ils sont jamais ensemble, Non. mais tu sais qu'ils sont potes. Là, regarde, C'est ouf. il y a un nouveau Ça se clan, sent. celui de John Moxley, le Blackpool Combat Club. Et bah, ils traînent jamais avec les gens de son clan, mais on sait que s'il y a une couille, et bah, ils vont venir. Mais il y a des liens qui existent, et c'est ça qui est formidable. Et autre grosse particularité, si vous aimez, si vous avez marre aussi de la WWE et leur aspect on refait le match, leur aspect Refais le match. les affiches qui se répètent sans cesse. Vous avez vu 100 000 fois les Usos face aux Street Profits, vous avez vu 100 000 fois Roman Reigns face à Brock Lesnar, vraiment. Et encore une fois, ils font de super matchs, c'est pas le problème. Mais les affiches du côté de la WWE ont tendance à beaucoup se répéter. Et on se fait la réflexion avec Boris, c'est que la WWE, les affiches se répètent très rarement, et quand elles se répètent, c'est au bout de plusieurs années. Par exemple, là, le seul combat qu'il y a eu en 1-1, bien évidemment, parce que Oui. il faut écrire l'histoire avant quand tu lances une rivalité. John Moxley et Chris Jericho se sont affrontés une seule fois, c'était pour le titre quand Moxley a appris à Jericho. Et là, ils s'affrontent pour la deuxième fois cette semaine pour le titre à nouveau dans le sens inverse. Et ça fait 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Ou plus de 2 ans plus tard. Ouais, ce, plus de qui 2 ans est, plus ce qui est dingue. Ce qui est dingue. Une dinguerie. Et ça, vous allez le voir pour tous les matchs. Et ça provoque une certaine attente. L'attente est réelle à la WWE. Ça, c'est un vrai truc, c'est un vrai point fort. Il y a vraiment une véritable attente qui se passe. Parce que les affiches sont rares, uniques. Et tu sais que tu l'auras pas 2 fois. Tu sais que c'est maintenant, c'est là que tu vas l'avoir. Tu n'auras pas la deuxième chance. Alors que bon. Roman Brock, au bout d'un moment. C'est- Allez voir leur dernier match à SummerSlam qui est très sympa. Mais bon, au bout d'un moment.
c'est relou, quoi. C'est relou. Après, un truc qui est totalement opposé encore entre les deux fédérations, c'est que pour la WWE, le monde existe. La WWE, il y a que, pour eux, quand tu regardes un show de la WWE, il n'y a que la WWE. Quand tu regardes la WWE, en fait, des fois, ils font des crossovers, Forbidden Door, les portes interdites, avec la New Japan, avec la Impact Wrestling, avec la AAA. Et du coup, ça fait qu'il y a des catcheurs, tu peux renouveler de nouveaux matchs. Et il y a des matchs incroyables qu'on ne s'attendait pas à voir. On en a eu il n'y a pas longtemps pour Forbidden Door, le premier du nom. Et il y a un petit couac aussi qui arrive là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de catcheurs de AEW qui ont beaucoup de ceintures. Et c'est aussi maintenant récent parce que Tony Khan a racheté la Raw, Ring of Honor. Tony Khan, c'est le patron de la AEW. Je me suis présenté comme ça. et du coup, il a acheté ça. Et pour le moment, il n'y a pas de show hebdomadaire. Du coup, c'est beaucoup de talents AEW qui ont la ceinture. Et du coup, les ceintures sont un peu moins crédibles. Tu vois, tout le monde avec une ceinture. FTR, son équipe préférée, chacun ont 3 ceintures parce que c'est des équipes. Ils ont les ceintures de la Raw, les ceintures de la AAA, les ceintures de la New Japan. C'est 3 des plus grosses fédérations. Mais quand même, ça fait beaucoup de ceintures. Mais c'est pas la AEW. C'est en fait ce côté-là. En fait, c'est ce que je disais dans une review. C'est mon avis, mais c'est génial pour le fan de catch hardcore, fan de catch indépendant qui voit tous ses rêves se réaliser, qui voit waouh putain, et Claudio il est champion et voir tous les titres ultra télévisés, c'est génial pour lui. Par contre, pour le spectateur lambda qui, si jamais vous êtes dans ce cas, qui va s'intéresser au produit pour la première fois et qui ne connaît rien, qui ne connaissait que la WWE, qui va arriver là, vous allez voir beaucoup de talent avec une ceinture et vous allez être perdu. C'est clair et net. Vous allez être perdu parce que qui est le champion? C'est qui la star? Sur qui il faut miser? C'est qui la personne qui est mise en avant? La personne avec la ceinture. Mais s'ils ont tous une ceinture. c'est ça le gros problème actuellement. Du coup, personnellement, moi, pour m'y retrouver, toi tu le fais pas et t'as pas le temps sûrement. Oui. Je veux dire que la WWE. Et quand il y a des catcheurs de la WWE qui vont participer à un événement comme la AAA, les Lucha Brothers qui sont, comme j'ai déjà dit, mes catcheurs préférés, ils vont souvent à AAA parce qu'ils sont aussi sous contrat avec eux. Quand t'as des gens qui vont à la New Japan ou des shows de la Ring of Honor, je vais regarder juste les matchs où il y a des gens de la WWE pour pouvoir suivre et pouvoir connaître. Du coup, mais c'est dur à suivre. C'est du temps et surtout, tu dois passer les matchs, c'est du temps, tu perds du temps. Mais bon. C'est peut-être le plus gros reproche qu'on pourrait faire à la WWE actuellement, c'est celui-là. Tu vois, on parlait de manque de concentration, là ils sont un peu plus concentrés, mais en même temps ils se perdent là-dedans dans un trop plein de ceintures, un trop plein d'avoir envie de faire plaisir à tout le monde et d'afficher un peu tout leur pouvoir et tout leur côté on a mis avec tout le monde. Et du coup ça peut perdre les nouveaux venus. Ouais. Donc si vous êtes prévenus, si jamais vous êtes prévenus, concentrez-vous sur les titres AEW. Bah déjà, on va parler les autres sont pas champions, si vous voulez vous aider. On va parler vite fait des titres AEW au masculin. Du coup, il y a le titre masculin principal qu'on vous a parlé. Il y a le titre TNT qui marche un petit peu différemment, c'est beaucoup plus d'open challenge. Oui. On a eu des gros noms du coup, comme Cody Rhodes qui est le premier titre. Oui. On a eu Brody Lee ensuite. Il y a eu plusieurs personnes qui ont... Darby Allin qui a le règne le plus long. Oui, Darby Allin qui a été incroyable avec ce titre, qui s'est fait prendre le titre par Miro. Peut-être mon règne préféré. Peut-être. Bah, moi, c'est les deux. Moi, franchement, c'est Darby et Miro, 2 titres de règne différents. Qui lui s'est fait prendre, je crois, par Sammy Guevara. Mais ça, oui, c'était dommage. Mais très bien pour Sammy Guevara, ça le met en avant, c'est un des 4 piliers, on a déjà parlé. Ensuite, on a Scorpio Sky et pareil. Voilà, ils sont échangés la ceinture plusieurs fois. Par exemple, Cody Rhodes et Sammy Guevara ont eu 3 fois le titre. Ouais. Ça va beaucoup plus vite que pour le titre principal. C'est des Open Challenge, ça arrive plus souvent. Et là, on est sur un nouveau règne avec Wardlow. Le projet Wardlow. Wardlow, quand vous avez regardé AEW, vous allez adorer Wardlow. Wardlow, c'est le big man de la Tu peux pas ne pas l'aimer. C'est le Batista, c'est le Brock Lesnar, c'est le gros monsieur c'est le Goldberg. C'est le Goldberg, voilà. C'est Wardlow et il est jeune, il est très jeune et il est très charismatique. Et il le fait très bien. Et là, franchement, ça peut-être mon futur reine de champion préféré, c'était Miro, mais franchement, si Wardlow ça continue comme ça, ce sera Wardlow. Il est très bon champion. On a les titres par équipe. Voilà, on a les titres par équipe qui sont vraiment mis en avant et tout. On a un petit souci tous les deux avec ce qui se passe en ce moment. Personnellement, il y a eu un... avec le Bucks qui flippe. Là, ça vient de bouger très rapidement parce que leur plan change vis-à-vis des blessures des autres catcheurs. Ça s'est changé très rapidement alors que c'était
un titre très important, là, il perd un peu en crédibilité. Et ce qui me frustre, moi, c'est qu'à un moment, les Lucha Bros l'ont eu. Et leur règne a été trop court. Alors, il était très très court, oui, ça c'est clair. On a le nouveau titre que toi, tu vas détester, je suis sûr, tu vas nous le dire. Outre-Atlantique. En fait, c'est un titre qui a été créé pour la WWE, mais qui va être beaucoup défendu en extérieur, du coup, dans des shows indie. C'est pas qu'il l'a, c'est un anglais. Et il est venu énormément en Europe récemment pour défendre son titre. Toutes les semaines, il défend son titre, mais pas à la WWE. Mais personne ne le voit. En tout cas, Voilà. c'est pas télévisé. Voilà. Mais ça va apporter, en fait, c'est pour apporter un nouveau public. Et du coup, c'est difficile de dire qu'il est champion de la WWE, mais je suis très fan de Pac. Oui, cool, Pac. Et on a ce nouveau titre qui arrive maintenant là. Les titres trio, ouais. Par trio. Encore Qui est un truc très très connu, plutôt du côté des petits shows indépendants. C'est pour récompenser les gens qui n'ont pas de ceinture à la base. Mais avec la WWE, c'est différent parce qu'on a énormément d'équipes à 3. On a par exemple les Lucha Bros avec Pac. On peut avoir les Young Bucks avec Kenny Omega à un moment. Là, peut-être avec Page. Bien sûr, il y a Black. Il y a le petit Era de base qui porte plus ce nom-là parce qu'ils sont plus à NXT. Mais ouais, la House of Black, incroyable. Il y a plein d'équipes comme ça. Ouais, beaucoup de trios. Tu as tes préférés, les Best Friends avec Omega. Qui Best Friends avec Omega. Avec Orange Cassidy. T'imagines? Oh, j'ai raté ma vanne. Oh non, jamais. Plutôt voilà. mourir. On a Eddie Kingston avec Santana Ortiz, mais Bref, Santana est blessé. Il y a beaucoup de trios, La ceinture peut être très crédible. C'est très crédible, mais encore une fois, je suis assez divisé là-dessus parce que c'est très particulier. Mais je comprends, pourquoi pas. On voit ça dans moins d'un mois. On va dans moins d'un mois, Et effectivement. peut-être que ce sera la prochaine fois que je vais live avec toi sur du catch. Peut-être. Je pense que ça Mais c'est se là la souhaite. première fois. La prochaine fois, c'est ma première fois. Team Vous êtes première ma fois. première fois. Et on a deux titres féminins, du coup, le titre principal féminin actuellement occupé par Thunder Rosa, que Britt Baker est celle qui a vraiment glorifié le titre. Un titre comme ça. Et le titre secondaire Ouais. occupé par Jade Cargill Qui est beaucoup plus over et beaucoup plus crédible que Thunder Rosa. Oh oui, s'il y avait un match entre les deux, ce serait Jade Cargill qui l'emporterait dans le kayfabe, parce qu'on rappelle le catch, c'est pour deux faux. Non. Quoi? It's still true. On me l'a jamais damn dit. it. Mais c'est n'importe quoi. Dans le kayfabe, Jade Cargill est bien plus imposante et bien plus crédible que Thunder Rosa. Bref, elle est plus forte. Et surtout, elle est dans une série d'invincibilité et donne beaucoup de lettres de noblesse à ce titre secondaire. Tout comme Wardlow en fait. Ils ont un peu le même profil, Wardlow et Jade Cargill en soi. C'est deux personnes invincibles quoi. C'est qui ont le titre secondaire pour les éloigner un peu du titre principal parce ils sont pas encore prêts entre guillemets, j'imagine. Et on les met sur un titre secondaire. Mais en tout cas, il y a un petit titre aussi que pour préciser, c'est le titre FTW qui n'est pas du coup, c'est un faux titre. C'est ça du coup, c'est Taz, un grand catcheur, enfin un mec très connu, qui est maintenant vieux, qui est au commentaire et qui gère l'équipe, la Team Taz qui vient juste de se séparer. Et c'est un titre honorifique plutôt entre eux. Et là, pour moi, c'est que des gens de la Team Taz qui l'ont eu. Et c'est son fils, maintenant, qu'il a, Hook, qui est le futur. On peut finir sur ça. Ouais. Les futurs projets de la WWE. Et après, on vous quittera. Bien sûr, bonne idée. Du coup, le mieux, c'est... Enfin, le meilleur exemple, là, c'est nouveau, c'est Hook. Qui a un catch très classique, très brawler, mais il est très agile. D'une fluidité. Il a des classiques qui est complètement l'opposé d'une nouvelle star qui lui a pas de chance parce que normalement il est arrivé par équipe et son frère s'est blessé 2 fois à la suite en moins de 2 ans, on l'a quasiment pas vu. Ouais, Hooks, Dante Martin. Ouais, Dante Martin qui lui va faire des trucs incroyables en l'air, mais par contre quand il va donner un coup ça va être même pas. Je l'ai fait enfin. C'est les deux effectivement, ils ont à peu près le même âge et ils sont très complémentaires. Dante Martin, très aérien et des trucs complexes parfaitement maîtrisés et des basiques aux fraises. Alors que Hook, c'est des basiques maîtrisés à 100%, mais tellement à un degré, je trouve meilleur en termes de basiques que beaucoup de gros catcheurs très connus. Oui. En termes de basiques, Hook a l'air d'aider ce qu'il fait. Hook, il a la gueule, il a le talent, il est waouh. Pendant des mois et des mois, on l'a vu juste traîner avec la Team Taz, il était là à côté parce qu'il était avec son père et les gens de la Team Taz, dont Ricky Stark qui avait la ceinture. Et on savait pas si c'était juste un délire pour lui d'être là. Ouais, grave. Et franchement, en c'est plus, pas. il paye pas de mine en plus. Voilà. et un jour, il a commencé un match, puis un deuxième, puis un troisième. Il a eu que des matchs faciles, sauf récemment, il a affronté du coup Ricky Stark, un de ses anciens potes. Et il nous a fait. C'était très rapide. Hein. C'était dingue, c'était légendaire. Et d'une qualité incroyable. Donc Hook, intéressez-vous à Hook parce qu'on parlait des 4 piliers, mais du coup Hook,
futur aussi. Ricky Stark. Ricky Stark, du coup, il est un peu plus vieux, mais là, il va avoir son air, il est incroyable, et surtout, là, il passe en face, du coup, en gentil. Si vous aimez bien, par exemple, Jojo Bizarre Adventure, son entrée, sa gimmick, c'est un peu ça. Mais c'est ça, c'est totalement ça. Même la musique, elle colle. Bien sûr, c'est ça. Il fait des poses pas possibles, il a une gueule de dingue, et il a beaucoup d'intensité, il a beaucoup de réalisme, il est très 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 vrai dans ce qu'il fait. Powers Hobbs, son ancien partenaire, un futur monstre, un peu à la Warlow, très très prometteur. Il est arrivé avec une shape pas folle sur son corps et tout, il s'est musclé en 2 ans, mais il est insane maintenant. Ouais, il est impressionnant, Hobbs est vraiment impressionnant. On a Daniel Garcia. Oui. Qui vient de battre notre bon vieux Bryan Danielson. Bryan Danielson, c'est dingue. Il a battu Bryan Danielson, quoi. Et il est bon, il est bien entouré, il est dans un clan avec Jericho, comme on vous dit, il y a beaucoup de clans. Là, tous les gens qu'on vous parle, ils sont tous accompagnés quasiment. Et un gars que j'aime beaucoup aussi, on a Wheeler Yuta, qui lui est arrivé déjà avec beaucoup de connaissances. Et il s'est mis dans le Blackpool Combat Club avec John Moxley, Bryan Danielson, Claudio Castelloni, 3 gros noms. Il est au milieu et il est trop fort. Enfin, ça marche trop bien. Beaucoup de futurs. Il y a toujours ce qui est bien, parce qu'en ce moment, on est dans une super ère équilibrée où les gros noms, les vieux noms, les Puck, les Bryan, les Cesaro, Claudio Castagnoli, etc. sont là et occupent la place. Mais les jeunes talents sont vraiment pushés et prennent quasiment autant de temps d'antenne que les grands noms. Et c'est super. On est enfin à ce niveau-là où les jeunes et les grands se lient. Et là, on a une phase qui est très très intéressante et c'est cette nouvelle ère qu'on va avoir qui est là. Et c'est où les jeunes sont enfin mis sur le devant de la scène. Il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'Adam Page, il est pas vieux du tout aussi. Adam Page, il a 27 ou 28. Ouais, c'est vrai qu'il est jeune. Il est très très jeune, il a déjà eu le titre et il est dans les sommets. Voilà. Regardez du catch, c'est sympa. Il y aura de l'AEW. Allez, vous intéresser à ça. Je suis Tony Khan. Et les gars, je compte sur vous. Je suis Vince McMahon et je vais baiser une jeune femme. C'est trop. Bienvenue sur mon live des planches. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Tony Khan. Gros bisous.